confrères ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous rejoindre sur ivoiretv.net. Le Presse Club de ce dimanche sera consacré à deux sujets marquants de l'actualité nationale, à savoir l'ébauche d'accord trouvé entre le gouvernement et le président du Front populaire ivoirien de Pascal Affi-N'Guessan sur la question de la réforme de la commission électorale indépendante et la formation d'un nouveau gouvernement à 13 mois de la présidentielle d'octobre 2020. Nous sommes encore avec Nando Dapa, président de l'Union des patrons de presse en ligne de Côte d'Ivoire, pour donc analyser ces sujets donc de l'actualité en Côte d'Ivoire. Nando Dapa, bonsoir. Bonsoir, chers confrères. Voilà, merci encore de vous retrouver sur notre plateau pour encore passer en revue donc ces points focaux de l'actualité politique dans notre pays. Alors tout de suite, on a tous suivi ce lundi 2 septembre l'issue de la rencontre entre le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, je veux dire du FPI légalement reconnu, Pascal Affi-N'Guessan, et le gouvernement ivoirien qui était représenté par le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui assurait donc l'intérim du ministre de l'Intérieur en déplacement. Et donc les deux parties sont parvenues à un accord sur la question de la réforme de la CEI, sur laquelle l'opposition dans son ensemble reste intransigeante. Alors justement, comment est-ce qu'interpréter la démarche du parti, de l'ancien parti au pouvoir, je veux dire le FPI, actuellement dirigé sur le plan légal par Pascal Affi-N'Guessan? Merci, chers confrères. Il faut dire que nous avons été tous, je n'allais pas dire surpris, c'est tout comme de la démarche du président Affi-N'Guessan qui faisait une sorte de revirement spectaculaire dans la mesure où il y avait peu. Affi-N'Guessan lui-même disait qu'il n'allait plus continuer de discuter avec le pouvoir parce que toutes les propositions qu'il a faites n'avaient pas été prises en compte dans la nouvelle monture de la CEI, dans la réforme de la CEI. Alors, contre toute attente, on voit Affi-N'Guessan encore se rebiffer et il se retrouve à la table de négociation avec le gouvernement. À l'issue de ces négociations, il nous a semblé dire que Affi-N'Guessan serait partant pour faire partie. Une nouvelle formule de composition de la commission électorale indépendante, bien entendu. Alors, il faut analyser à froid cette décision, j'allais dire, sous deux angles, de mon point de vue. D'abord, Affi-N'Guessan pourrait se sentir isolé par rapport à ses amis de l'opposition. Pourquoi je dis voyez-vous, dans le projet de mise en place d'une plateforme de l'opposition initiée et dirigée par le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, ex-président de la République, Affi-N'Guessan avait été contacté. Il avait été contacté et il a... il disait avoir lui-même entrepris de se rapprocher du président Bédié. On s'entend, je pense que c'est en octobre 2018, il disait avoir lui-même entrepris donc la démarche vers le président Bédié. En fait, ce n'était pas l'inverse selon ses propos à l'époque. Oui, tout à fait. C'était dans le cadre d'une visite de courtoisie à un aîné, au doyen des leaders de l'opposition. Et je crois que le président Henri Konan Bédié l'avait reçu en son temps à Daoukro. Et il était partant pour la mise en place de cette plateforme d'opposition initiée par le président Henri Konan Bédié. Et puis, chemin faisant, Affi-N'Guessan lui-même, il se rend compte qu'il a été mis de côté au profit du camp dirigé par... Voilà, justement, après le verdict de la CPI, il a été mis à l'écart au profit du président Laurent Gbagbo. Et donc, finalement, il se demande, ben, diantre, que dois-je faire? Puisque, bon, j'ai pensé avoir eu, j'allais dire, l'allié pour mener le combat. Il se rend compte que Bédié a plutôt penché pour la tendance
Laurent Gbagbo. Parce qu'il pèse plus, certainement, au niveau... Sans doute, parce que... Oui, justement, parce que ce qu'on appelle les Gbagbouriens, qu'on appelle communément dans notre jargon ici, les Gor, semblent être plus nombreux que ceux du côté d'Affi N'Guessan, légalement reconnus par le pouvoir. Donc, du coup, Affi, se sentant isolé, il va prendre ses responsabilités selon lui-même ses propres dires. Il va prendre ses responsabilités. Je pense que c'est dans ce contexte-là qu'il a participé à la table de négociation entre l'opposition et le gouvernement dans le cadre de la mise en place de la nouvelle réforme de la CEI. Alors, est-ce qu'on peut dire, selon vous, que Affi N'Guessan est en train de chercher ou de tenter de survivre malgré tout? Vous le mentionniez donc à l'instant, il était d'abord l'un des principaux alliés de Henri Konan Bédié dans le cadre donc, de la plateforme d'opposition initiée par le PDC-RDA. Et chemin faisant, justement, il se retrouve quelque peu mis à l'écart après le verdict d'acquittement de la CPI en faveur de Laurent Gbagbo. Et du coup, c'est comme s'il ne pesait plus vraiment pas grand-chose. Et le voilà donc qui se positionne comme étant l'interlocuteur privilégié par le gouvernement. Est-ce une tentative, est-ce un barreau d'honneur auquel on est en train d'assister de la part du président Affi N'Guessan? Oui, on peut être tenté de le dire ainsi, mais tout compte fait, voulant se sauver la face de cette manière, ça peut lui être aussi préjudiciable. Il y a ses avantages et ses inconvénients, parce que juste à l'issue de cette rencontre avec le pouvoir, et que certaines langues ont dit que Affi serait d'accord avec la nouvelle CEI, du coup, selon ce qui nous revient, beaucoup de ses partisans ont commencé à se retirer. Avec une base déjà fragilisée. Ils ont commencé à se retirer pour dire, mais tiens, si tel est que nous ne suivons pas Affi N'Guessan pour faire partie pour tisser une alliance avec le pouvoir, mais si tel est que Affi semble, n'est-ce pas, se diriger dans cette voie, eh bien, nous allons nous retirer. Donc, voyez-vous, en même temps, comme vous le dites si bien, il peut tenter de survivre. Il peut tenter de survivre parce que, bon, aujourd'hui, le pouvoir cherche un interlocuteur de poids. Et, quand on regarde l'opposition, la constitution de l'opposition, Affi N'Guessan semble être celui qui s'approcherait plus, parmi, bien entendu, toutes les autres composantes de la classe politique de l'opposition. Affi N'Guessan semblait être le plus symbolique. Donc, si le pouvoir, dans son petit calcul, a Affi avec lui, ça lui donne certaine légitimité. Ça lui donne certaine légitimité dans le combat, bien entendu, pour les élections de 2020. Cette composition actuelle de la CEI. Alors justement, je voudrais qu'on dise un petit mot juste avant de refermer cette page sur la rencontre entre Affi N'Guessan et le gouvernement à propos de la CEI, sur justement la formulation définitive vers laquelle semblent converger les deux partis. Je veux dire, l'opposition radicale dans laquelle on est tenté de mettre aujourd'hui le PDC-RDA, le FPI de Laurent Gbagbo, encore d'autres formations politiques, soroïstes et autres, exige donc une recomposition qui prendrait en compte, je veux dire, une représentativité équitable des différents ports politiques, alors que dans le même temps, avec Affi N'Guessan, mais on se contente justement de la nomination d'un président consensuel, et on accepte justement la formulation telle qu'établie par le pouvoir en place. Oui, écoutez, je crois que là, Affi N'Guessan a fait deux propositions. La première proposition, c'est que le gouvernement accepte que le président de la CEI soit une personnalité issue de la société civile, qui serait apolitique. Et la deuxième proposition, c'est que le vice-président, le premier vice-président donc de la CEI, soit issu de l'opposition. Et voilà donc les deux propositions qu'a fait Affi N'Guessan. Bon, est-ce que ces propositions ont été totalement acceptées, admises par le pouvoir en place? Ça reste à voir. Ça reste à voir, puisque les échanges continuent, voilà, le dialogue continue avec entre pouvoir et opposition. En fait, dans le même temps, la crédibilité aujourd'hui d'une personnalité qu'on pourrait
donc bombardé à la tête de l'institution électorale. Reste à revoir aussi. C'est pas très évident d'avoir quelqu'un qui est véritablement décoloré politiquement. Bon, ben écoutez, vous savez, il y a une année, on avait vu Honoré Guié qui semblait être, j'allais dire... c'est assez proche du FPI de Laurent Gbagbo à l'époque. Proche du FPI, bon, je n'ose pas le dire, mais selon ce qui nous revenait, c'est qu'il semblait être consensuellement admis par la population plutôt que d'autres. Il semblait être issu de la société civile, même si aujourd'hui trouver une personnalité issue de la société civile qui ne soit pas, j'allais dire, colorée et politiquement, c'est difficile, mais toujours est-il que, bon, on peut en trouver. Que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, oui, qui soient suffisamment, j'allais dire, à équidistant des clivages politiques. On peut en trouver. On peut en trouver tout comme à l'époque sous Guy Robert, on avait trouvé Honoré Guié, malgré tout ce qui se disait, mais Honoré Guié, on a vu ce qu'il a produit comme quand même résultat. On peut en trouver, moi, à mon sens. Qu'on cherche, on en trouvera. mais pourvu que ce soit accepté par le pouvoir en place quand même, parce qu'on ne peut pas se faire harakiri, hein, on ne peut pas être au pouvoir et puis en même temps se mettre les bâtons dans ses propres roues. Je crois que ce sera difficile. Ah ouais, surtout qu'on se projette dans un avenir très lointain encore aux commandes des affaires de l'État. Alors justement, le second sujet donc, qui nous réunit, c'est à propos de la formation d'un nouveau gouvernement. Cette semaine, plusieurs ministres ont été reconduits, quelques changements sont intervenus tout de même. On va dire juste un mot là-dessus, peut-être survoler un peu la question pour d'abord, fondamentalement, se demander à quoi répond ce changement de cap à quelques 13 mois de la présidentielle d'octobre 2020. On a l'impression que le gouvernement actuel, ou le nouveau gouvernement, est un peu plus politisé. Les anciens cadres du PDCI devenus RHDP sont maintenus avec plus de responsabilités. Là, le divorce est consommé avec la formation de Rikonan Bédié. Votre jugement sur le sujet? Oui, d'abord, il faut dire que je crois que c'est une promesse faite par le chef de l'État, Alassane Ouattara lui-même, de renouveler la classe politique ou bien de nommer un nouveau gouvernement, bien entendu, avant les élections 2020. Et c'est cette promesse donc, qui a été tenue. Maintenant, le constat, c'est que l'autre promesse à laquelle on s'attendait le plus, c'est le rajeunissement de la classe politique. Lui-même avait dit lors du congrès de l'équipe gouvernementale. Bien entendu, de l'équipe gouvernementale. Lui-même avait dit lors du congrès du RHDP, le 26 janvier, RHDP au stade Félix Houphouët-Boigny, que il faut que la classe politique soit rajeunie et que le gouvernement allait avoir plus de jeunes maintenant. Mais on constate, avec surprise d'ailleurs, que ce nouveau gouvernement, après ce changement, c'est un changement dans la continuité, comme on aurait pu le dire. Hein. C'est le changement dans la continuité. On voit qu'on prend les mêmes et on continue avec quelques changements près. En faisant appel encore à d'autres. Des hommes du système. D'autres du système, bien entendu. Ceux qui maîtrisent mieux l'appareil, j'allais dire, politique. On a fait venir certains et d'autres aussi qui, on pensait être d'un certain bord. Je parlerai de Soros, des soroïstes. Ils sont venus. Est-ce à dire que c'est une façon de fragiliser l'opposition à laquelle appartient désormais Soro Guillaume, l'ancien président de l'Assemblée nationale? En tout cas, c'est un constat. Mais écoutez, vous demandez pourquoi avoir changé un gouvernement à quelques mois de 2020. Mais écoutez, je crois que c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. On dit qu'on ne va pas à la chasse avec le chien du voisin et qui va loin ménage sa monture. Je crois que le président Alassane Ouattara a bien compris et qu'il a fait ses calculs. Il veut que le RHDP gagne les élections de 2020. Et bien pour gagner les élections de 2020, il faut avoir les soldats qu'il faut, il faut avoir les armes qu'il faut, politiquement parlant. Et je crois que cela peut expliquer la mise en place de ce nouveau gouvernement. Avec une représentativité assez marquée dans toutes les régions du pays, des cadres ici d'un peu partout. Oui. Comme pour dire que la Côte d'Ivoire est rassemblée autour du parti présidentiel. Oui, je crois qu'il a fait un peu
ce que Houphouët-Boigny faisait à l'époque, choisir un ministre, un cadre pour faire partie du gouvernement dans chaque région du pays. Je crois qu'Alassane Ouattara a dû s'inspirer de l'exemple de Félix Houphouët-Boigny en nommant tous ces cadres-là dans ce gouvernement, si bien que certains estiment que ce gouvernement est pléthorique. C'est pléthorique quand même. 49 membres. 49 membres, d'autres pas 50, plus, ça va 50, une cinquantaine. Je crois que c'est assez énorme pour un pays qui, comme la Côte d'Ivoire, qui a besoin des ressources financières pour pouvoir assurer son développement. Bon, écoutez, surtout maîtriser son niveau de dépenses publiques aussi. Tout à fait. Alors, voyez-vous, je crois que le président a fait son gouvernement, ça obéit certainement à un objectif, et l'objectif qui se dégage tout de suite, c'est celui de gagner les élections en 2020. C'est de bonne guerre. Qu'il soit candidat ou qu'il ne soit pas candidat, je crois que l'objectif, c'est que le RHDP gagne les élections maintenant. Peut-être l'opposition aussi va faire sa mue et puis chercher à trouver les moyens d'être à la hauteur donc, du combat. On y reviendra certainement. Alors, merci à vous, Nando Dapa, d'avoir été là. Voilà, je pense j'espère qu'on a pu apporter quelques éclaircissements donc, au débat. À ceux qui ont pu nous regarder au cours de cette émission, on va se dire au revoir et puis se retrouver certainement très prochainement pour un autre numéro du Presse Club sur ivoiretv.net. Merci. Ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.